Alors, donc là, on va vous parler d'éco-conception en commençant par la théorie et en vous présentant aussi 2 projets sur lesquels on travaille actuellement qui sont sur cette thématique. Donc, du coup, je vais commencer par vous présenter ce que c'est l'éco-conception, les étapes de la démarche et voilà, ce que recouvre ce terme. Ensuite, c'est Axel qui présentera le projet EcoCalina avec éco-conception d'un produit sous signe de qualité. Et Alexandre Coffresh sur un projet européen d'éco-conception de filières alimentaires où il y a eu 7 filières qui sont en cours d'étude. Donc l'éco-conception, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui est normé. Voilà, qui est méthodologique et normée. Donc, c'est une approche qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et développement d'un produit, dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou service. Donc, l'objectif, comme les études ACV, c'est d'étudier les différentes étapes, de réduire globalement sur l'ensemble du cycle de vie les impacts du produit. Donc, d'éviter des transferts d'impact d'une étape à l'autre et aussi d'un enjeu environnemental à l'autre. Ne pas réduire son bilan carbone, par exemple, pour avoir d'autres externalités environnementales négatives. Donc, c'est une approche de compromis. Donc, voilà, parce que ça s'intègre vraiment dans le processus en entreprise de conception du produit. Et donc, en prenant en compte toutes les contraintes de faisabilité technique, de coût, et en y intégrant du coup l'aspect environnemental et la pensée cycle de vie. On peut identifier différents niveaux d'éco-conception en fonction de ce qu'on appelle l'éco-efficacité, donc à quel degré on réduit son impact environnemental. Donc, il y a un premier niveau qui est plutôt au niveau de l'optimisation, de l'amélioration du produit. Donc là, voilà, on a un premier niveau de plutôt optimisation. Tu me complètes là, oui. Un niveau 2, reconception du produit, où là, du coup, on va repenser un peu plus le produit en lui-même et la façon dont les procédés de fabrication. Ensuite, innovation des fonctions, où là, on va complètement repenser le produit au niveau de sa fonctionnalité, voilà, et repenser sa fonctionnalité pour rendre le produit plus éco-efficient. Et un niveau 4 où là, on va repenser tout l'écosystème de production du produit, voilà, une innovation du système à un niveau plus global. Et souvent, ces niveaux, ils sont dans le temps, au fur et à mesure de l'engagement dans la démarche d'éco-conception. Et donc voilà, quand on est plutôt sur les niveaux 1, niveau 2, on est plus sur de l'éco-conception, éco-reconception. Et niveau 3, 4, on est plus sur de l'éco-innovation avec plus des choix de rupture. Les étapes de la démarche. Donc, il y a d'abord une première étape qui est d'identifier les enjeux pour l'entreprise et de choisir le produit sur lequel on veut en priorité travailler pour réaliser de l'éco-conception. Une évaluation environnementale du coup d'une situation de référence à l'aide d'une analyse du cycle de vie, où il y a d'autres outils aussi d'évaluation qui sont plus rapides, qui existent. Une recherche des pistes d'éco-conception. Voilà, je rentrerai dans la slide suivante sur les différentes pistes qu'on peut identifier, mais du coup, on peut identifier plusieurs pistes à chaque étape du cycle de vie du produit. L'aide à la décision, où là, du coup, on va prendre en compte les contraintes techniques, les contraintes de coût. On va ensuite pouvoir, sur les pistes qu'on a identifiées, faire une évaluation environnementale comparative une fois qu'on a mis en place les pistes d'éco-conception. Et ensuite, on peut mettre sur le marché et communiquer sur le produit. Et donc, l'ACV peut intervenir à différents niveaux sur la situation de référence, sur l'évaluation de la situation de référence, au niveau de l'aide à la décision pour trier entre les différentes pistes d'éco-conception qu'on a identifiées. Et une fois qu'on a mis en place les différentes pistes, voilà, pouvoir les comparer, les évaluer avec un niveau de recul un peu plus important et avec des données plus précises. Sur les différentes pistes d'éco-conception, donc on peut en identifier plusieurs.
À l'étape 0, donc si vraiment on est dans une démarche d'éco-innovation, comme je disais tout de suite, c'est vraiment carrément développer de nouveaux concepts, réfléchir à la fonctionnalité, à l'utilisation partagée, voilà. Vraiment un nouveau produit, un nouveau concept de produit. Au niveau des matières premières, si on est au début du cycle de vie, donc sélectionner des matériaux à moindre impact, ou réduire l'utilisation des matériaux. Donc voilà, il y a souvent sur les emballages, il y a la réduction du poids de l'emballage qui peut être considéré comme de l'éco-conception. Optimiser les techniques de production au niveau de l'étape de fabrication, là, avec mise en place des meilleures techniques disponibles, par exemple. Optimiser la logistique au niveau des transports. Réduire l'impact de la phase d'utilisation. Donc voilà, des actions sur diminuer la consommation d'énergie au stockage. Voilà, différentes pistes qui peuvent être envisagées à ce niveau-là aussi. Et optimiser également la durée de vie du produit. Voilà. Là, après, il y a des limites en termes dans les produits agroalimentaires, mais de manière générale, dans l'éco-conception, il y a des réflexions autour de ça aussi. Et optimiser la fin de vie. Voilà. Là aussi, il y a aussi des limites sur les produits agroalimentaires, mais il y a des pistes aussi. Ok. Bien, on va vous présenter 2 projets où on a mis en application ces principes, en fait. Donc, nous, on avait déjà l'expertise ACV, mais donc là, c'était la première fois qu'on animait des ateliers vraiment d'éco-conception. Donc, produire des résultats ACV, créer tout un tas de graphiques, interpréter les résultats, etc. C'était quelque chose qu'on faisait déjà. Et là, l'idée, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout en animant des ateliers où tous les acteurs de la filière qui sont représentatifs de plusieurs étapes de la chaîne de valeur vont pouvoir intervenir avec leur expertise de terrain qui est évidemment beaucoup plus pertinente que la nôtre et proposer eux-mêmes les choses qu'ils pensent réalisables, discuter entre eux et faire émerger tout un tas de pistes d'éco-conception qu'on va pouvoir ensuite tester entre elles, comparer les leviers les plus pertinents, quoi. Donc le projet EcoCalina, pardon, c'est un projet qui a démarré en 2019, qui s'est toujours pas achevé, mais c'est sur la fin, financé par la région et l'ADEME, qui se propose d'accompagner les filières sous signe de qualité dans ces démarches d'éco-conception. Donc le but, c'est d'intégrer dans les cahiers des charges, aux côtés de critères qui existent déjà par rapport aux produits en termes de qualité, etc. Donc la performance environnementale du produit également tout au long de sa chaîne de valeur. Démarche qui s'appuie sur la CV, on l'a dit. Donc il va y avoir tout un tas d'étapes. Déjà des étapes préliminaires, on va analyser le cahier des charges, on va faire un peu l'état de l'art dans la filière, des pratiques, des choses qui peuvent être différenciantes entre les sites, etc. Puis on va réaliser vraiment l'analyse environnementale de la filière par rapport aux données qu'on va récolter sur les sites, et en modélisant des choses qui sont aussi proches de la réalité que possible. On va présenter ça à la filière et à tous les acteurs de la chaîne via les ateliers. Et on va peut-être aussi, en même temps qu'on réalise cette analyse, déjà déceler nous-mêmes des leviers qu'on trouve pertinents, des choses qui ont un gros impact sur le score environnemental final, mais on va surtout au fil des discussions de l'atelier, après avoir présenté ces résultats, essayer de faire émerger tout un tas de propositions voilà, pour optimiser chaque étape. Donc les filières engagées dans la démarche, donc on a eu voilà, les filières agneaux Nord-Aquitaine, des produits porcins, les pruneaux, les huîtres, etc. Nous, à Actalia, du coup, on a accompagné 2 filières laitières, donc le Soirati et le beurre AOP Charentes-Poitou. Donc pour l'évaluation des profils environnementaux, ça passe par voilà, ça c'est un co-travail avec la filière pour connaître un peu où elle veut se diriger, quel est le produit exactement qu'on étudie, tout ce qui est organisation rattachée à la chaîne de valeur de ce produit et tous les acteurs concernés. Et ensuite, on va fixer un cadre méthodologique, donc savoir quel site on interroge
pour avoir la meilleure représentativité possible de la filière. À quel périmètre on s'arrête, puisque bon, l'ACV, voilà, si on fixe pas de périmètre, ça peut aller très très loin. Donc, voir ce qu'on fixe, ce qu'on modélise pas. Comprendre bien comment est organisée la filière d'un point de vue des flux de matière, en fait. Enfin, comment est produit le produit d'étude. Et dégager un certain nombre d'indicateurs qui vont être plus pertinents que d'autres, etc. Donc après toutes ces consultations, on va proposer un questionnaire au site où on va essayer de lister les informations dont on a besoin pour calculer cet impact environnemental d'après ce qu'on a compris des différentes étapes que suit le produit tout au long de son cycle de vie. Et donc voilà, avec visite sur site si possible, parce que c'est toujours plus pertinent de comprendre sur site comment les choses sont faites. Savoir que là, donc on va dans un premier temps collecter des données, puis modéliser la filière, puis produire les résultats. À chacune de ces étapes, on va peut-être se rendre compte de choses qui sont un peu lacunaires par rapport à ce qu'on a collecté comme données ou une modélisation qui n'était pas tout à fait complète. Donc c'est une approche itérative, comme on dit. À chaque fois, on va peut-être un peu retourner en arrière. Donc c'est toujours mieux si d'emblée, on a quand même des collectes de données assez complètes. Et la visite sur site, ça permet aussi de se rendre compte de plus de ces aspects. Et donc voilà, après on va traiter ces données, créer l'inventaire du cycle de vie, ce qui s'appelle donc un listing de tous les flux unitaires, transformer toutes les données qu'on a recueillies sur les sites en flux de consommation par unité de produit, massique de produit. Ouais. Puis ensuite, on va sortir des résultats ACV sur CIMAPRO. Et on va présenter ça aux filières via les ateliers. Donc on fournit d'abord un rapport complet au syndicat de la filière pour qu'il s'approprie ces résultats. Et ensuite, on essaie de convoquer un maximum d'acteurs de la filière qui sont pas du tout sensibilisés forcément, qui ne connaissent pas l'analyse de cycle de vie. Et donc, il va falloir présenter des résultats, mais qu'ils puissent les comprendre, être un peu critiques dessus, et puis savoir quoi en faire. Il va y avoir un premier atelier qui est présentation de ces résultats environnementaux. Donc ça, c'est nous qui l'avons fait à Actalia, et l'émergence des pistes de conception. Dans le projet, il y a aussi eu un atelier qui était plus en rapport avec les enquêtes consommateurs, la vision des consommateurs par rapport aux produits d'études. Donc ça, c'est un autre cabinet de conseil qui s'en est chargé. Et un troisième atelier, on va dire, de synthèse, où au vu des pistes d'éco-conception qui ont émergé et tout ce qu'on a pu retenir de l'enquête consommateur, on va un peu hiérarchiser ce qu'on préfère tester, mettre en avant, etc. Et donc, une fois qu'on a cette hiérarchisation, on va évaluer les gains potentiels de toutes ces pistes d'éco-conception identifiées. Donc là, c'est le déroulement type en fait de ce genre d'atelier de présentation des résultats. Il va y avoir toute une partie, une première partie où on explique ce qu'est l'analyse de cycle de vie, que les gens puissent comprendre. En fait, le but, c'est qu'à la fin, les résultats, ça soit assez plus ou moins transparent, la manière dont ils ont été produits, etc. Qu'est-ce qui fait que qu'on puisse les interpréter, mais aussi qu'est-ce qui joue sur ces notes-là. Donc c'est un peu la présentation qu'a fait Alexandre tout à l'heure, un peu plus poussée quand même. Ensuite, on va vraiment présenter comment ont été produits ces résultats. Donc déjà, on va faire un retour sur la collecte de données, comment elle s'est passée, la complétude des données qu'on a pu avoir, comment on a modélisé les étapes de la chaîne de valeur et les choix qu'on a pu faire, les approximations, etc. Et ensuite, vraiment, on présente voilà, toute une série de graphiques assez synthétique, assez parlant sur les résultats environnementaux par cycle de vie, par étape du cycle de vie, pardon, avec quelques comparaisons de scénarios alternatifs sur des focus d'étapes. Donc ça c'est par exemple, c'est un type de graphique qu'il y a dans le rapport, qui est assez lourd, qui n'est pas très adapté à présenter à des gens qui ne sont pas du tout familiers avec l'analyse de cycle de vie. Là, par exemple, c'est la répartition par étape du cycle de vie de l'impact environnemental par indicateur ACV. Quoi. Donc, on retrouve le changement climatique tout en bas et puis toute une autre série d'impacts environnementaux. Ça, c'est pas hyper digérable, on va dire. Donc, généralement, on préfère montrer ce qui s'appelle le score unique, qui l'a expliqué Alexandre tout à l'heure, c'est un peu une agrégation de tous les indicateurs. Mais on va quand même pouvoir voir via les différentes couleurs un peu les contributions de chaque indicateur à ce score unique.
Et donc, on a une répartition de l'impact comme ça tout au long du cycle de vie. Donc, on va pouvoir facilement déjà identifier peut-être des étapes où des améliorations sont prioritaires parce qu'elles vont avoir en proportion un gros impact sur le résultat. On peut même montrer quelque chose d'encore plus simple comme ça, en montrant juste voilà, la répartition du score unique par étape du cycle de vie, comme le camembert de gauche, ou la contribution de chaque indicateur à ce score unique. Et on va pour chaque étape, si on souhaite zoomer un peu, on va pouvoir proposer une série de scénarios. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple de l'utilisation d'énergie thermique. Donc on peut comparer un état initial qui est avec une moyenne de plusieurs sites, un espèce de mix de différents moyens de produire énergie thermique, présenter ça à une série de scénarios qui ne sont pas forcément réalistes, mais qui peuvent donner une idée de la plage possible de manœuvre sur ce score-là. Donc là, par exemple, j'ai pris cet exemple, c'est intéressant. On a sur le dernier cas, là, donc si on compare l'état initial au scénario 100% biomasse, tout à droite, on a ce qui s'appelle un transfert d'impact. Si on regarde le changement climatique, qui est le bleu foncé tout en bas, on a un score qui est beaucoup plus intéressant avec la biomasse, mais on a d'autres indicateurs comme du coup les particules fines ou l'écotoxicité des eaux douces qui grimpent à tel point que finalement le score dans sa totalité est plus élevé que l'état initial. Alors, ça ne veut pas forcément dire est-ce que c'est simplement moins bien, c'est juste qu'il y a d'autres impacts, c'est d'autres externalités, et si on peut les gérer mieux que l'état initial, peut-être que c'est mieux aussi. Donc là, il y a une interprétation qui est vraiment clé. Aussi, quand on a des résultats comme ça, voilà, l'expertise est quasiment indispensable pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les données utilisées, qu'est-ce qui fait que l'impact est ce qu'il est, etc., pour creuser, quoi. Il ne faut pas simplement regarder la taille totale des bâtons. Donc après cet atelier-là, on a suite de l'atelier. Après avoir présenté ces résultats, ces analyses de comparaison de scénarios que nous, on a déjà identifiés, mais qui ne sont pas forcément toutes celles qui peuvent exister, puisqu'on n'a pas l'expertise terrain, etc. Donc on va discuter déjà de la faisabilité des différents scénarios, faisabilité qui peut être à la fois technique, plein de problèmes différents. On va faire émerger donc des pistes qui sont peut-être non présentées, des gens quand ils vont réagir aux résultats. Des fois, il y a tout un tas de discussions assez pointues qui se lancent entre les acteurs de la filière et qui font émerger des solutions auxquelles on ne pense pas du tout. Et puis après, voilà, on va voir cet atelier 3 qui va filtrer et hiérarchiser ces pistes. Et on va pouvoir évaluer les gains potentiels sur ces pistes-là. Donc sur ce projet, on a pu quand même avoir, par expérience des ateliers qu'on a pu mener, il y a quelques points qu'on pense vraiment importants pour que ce genre de projet soit efficace, ce genre d'atelier serve à quelque chose le plus possible. Déjà, c'est vraiment important d'avoir suffisamment d'acteurs présents lors de ces ateliers, tout au long de la chaîne de valeur. Puis c'est vrai qu'il y a des pistes des fois qui émergent. S'il y a des lacunes dans le cycle de vie, on va peut-être proposer des choses qui sont évidemment pas faisables si un autre acteur est présent, parce qu'il connaît mieux l'impact que ce genre de choses a sur son côté de la chaîne de valeur. En plus, ça donne lieu à des discussions beaucoup plus intéressantes, des critiques beaucoup plus pertinentes que celles des autres acteurs de la chaîne ou de la nôtre. Et voilà, éviter les transferts d'impact. Donc il y a des choses, même si on les calcule pas, certains acteurs ils réagissent à certaines propositions et ils peuvent d'emblée voir, sentir que c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Et aussi, ce qui est important, c'est de prendre l'analyse de cycle de vie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que voilà, nous, dans l'état actuel de la science, on peut présenter des résultats, on peut arriver à mesurer certaines choses. La CV, c'est une méthode en perpétuelle amélioration, donc on a à la fois des lacunes, on en a parlé tout à l'heure, des indicateurs comme la biodiversité ou le stockage de carbone, des pesticides qui ne sont pas encore tout à fait bien pris en compte. Puis on a aussi des limites en termes de modélisation, on s'arrête forcément un moment, on fait des approximations, des choix méthodologiques, mais dans l'ensemble, voilà, ça permet quand même c'est quand même la méthode qui permet de préciser, de maîtriser un maximum son impact environnemental, de quantifier des choses et de réaliser des gains relatifs.
Il ne faut pas considérer que ces ateliers sont là pour pointer les filières du doigt, puisque ça arrive des fois, on a quelques échanges houleux à la fois en réaction aux résultats, mais aussi entre les acteurs de la filière ou des choses comme ça. Donc, bien garder en tête ce que mesure la CV, ce qu'il ne mesure pas, mais surtout que le but, c'est de réaliser des gains relatifs à une situation de départ. Voilà. Merci Axel. Du coup, j'enchaîne. J'enchaîne et après, je te repasse la parole. Donc, on voulait aussi vous présenter une autre approche qu'on fait en parallèle sur un autre projet qui est un peu différent. Et donc, le projet, c'est un projet européen qui s'appelle CoFresh. Et l'objectif, là, c'est de reconcevoir des filières alimentaires européennes par un dispositif de co-création. Donc, ça reprend un peu le système d'atelier qu'on a vu précédemment pour les co-conceptions. Donc là, c'est un peu la carte d'identité du projet. Donc, un appel à projet H2020. Donc, pour CoFresh, voilà, donc c'est issu de l'anglais. Hein, je ne vais pas faire toute la définition. Non. Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler en fait sur cette filière agroalimentaire représentée parmi les secteurs donc fruits et légumes, légumineuses. Et puis, on a également une filière française au niveau de l'alimentation animale. C'est même l'alimentation porcine. Donc, on est sur vraiment un gros projet avec un très gros budget, donc 3 ans et demi de durée. Donc, ça a commencé en octobre 2020. Donc bon, on a un peu essuyé la période Covid. Et puis, on a également beaucoup de partenaires dans ce projet. Donc, c'est vraiment un gros projet. Donc là, vous avez le listing de tous les partenaires, si vraiment vous voulez creuser. Donc, on a des centres de recherche, justement des filières agroalimentaires, des associations, notamment représentants de secteurs alimentaires, d'instituts techniques comme nous. Voilà, puis de consulting. Et donc l'idée de ce consortium, qui est vraiment divers en termes de compétences, c'est d'avoir un peu tout en termes de compétences. Donc des entreprises agroalimentaires pour la partie, d'application, des experts en solutions technologiques pour pouvoir mettre en place les innovations, et puis les experts en évaluation, donc les questions environnementales, socio-économiques, et voire également jusqu'à les tests consommateurs. Donc voilà, on est sur un périmètre européen qui est assez complet avec des acteurs provenant d'un peu toute l'Europe. Donc l'objectif premier du projet, c'est de développer, donc reconcevoir ces filières agricoles et agroalimentaires autour de 4 axes qui sont l'environnement, de manière générale la durabilité, les équilibres socio-économiques et donc la compétitivité. Donc l'idée, c'est pour ces filières de pouvoir tendre vers ce qu'on appelle une filière durable. Donc, comment on va faire? En gros, on va essayer de promouvoir les innovations techniques, mais aussi institutionnelles, organisationnelles, différents outils aussi qui sont mis en place, et puis des réflexions entre acteurs de la même filière pour favoriser la mise en œuvre de solutions efficaces. Donc là, on n'est pas sur une approche vraiment où l'entreprise ou la filière va solliciter des experts qui vont leur proposer des solutions. On est sur vraiment une approche interne, collaborative entre acteurs de la filière qui vont prendre en compte des évaluations, on va dire, initiales, des états des lieux, qui vont réfléchir autour de ça et qui vont par eux-mêmes en fait développer et choisir et sélectionner des innovations les plus pertinentes au regard des évaluations qui ont été faites. Donc là, vous avez à droite l'ensemble des 7 filières qui sont accompagnées dans ce projet. Donc voilà, pour la filière française, on est c'est représenté par la Chambre d'agriculture et Pays de la Loire. On est aussi sur une filière porcine, label rouge. Et puis on a de tout. Hein. Donc on a des fruits en Italie, les salades en Espagne, des produits semi-carnés en Hollande. Les champignons, voilà, je ne vais pas faire tous les mais voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, on ne travaille pas uniquement aussi sur les produits laitiers, mais on essaie aussi de voir un peu ce qui se passe sur les autres filières, et puis ça permet aussi de contribuer à notre expertise aussi sur les produits laitiers d'une manière générale et sur l'approche d'évaluation d'empreinte.
Donc ça, c'est l'organisation du projet en termes de Work Package. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment ce projet s'appuie sur ce qu'on appelle la recherche-intervention. Donc l'idée, c'est de pouvoir acquérir à la fois des connaissances scientifiques, donc il y a des publications qui sont faites dans le cadre de ce projet, et en même temps, en parallèle, appliquer directement ces connaissances scientifiques sur le terrain avec des acteurs. Donc on est vraiment sur une double action. L'idée, comme je l'ai dit, c'est de faire ça sur ces 7 cas pilotes. Donc pour l'organisation du projet, donc on a un Work Package 1 donc qui est déjà terminé et qui a eu pour but, on va dire, de faire un peu un reporting de tout ce qui existe au niveau européen sur les filières environnementales et du point de vue socio-économique aussi, qui sont pertinentes. Donc l'idée, c'est de repérer ces filières innovantes du point de vue de la durabilité et d'essayer de voir quels ont été les facteurs de succès. Comment elles s'organisent, quelles sont les innovations qu'elles ont mises en place, comment elles fonctionnent du point de vue collaboratif, organisationnel, institutionnel également, de connaître un peu aussi les innovations techniques qu'elles ont pu mettre en place au niveau agricole, mais que ce soit au niveau de la transformation, de la distribution. En gros, d'essayer d'avoir un peu un patchwork d'idées qui ont fait leur succès du point de vue de l'innovation et qui tendent à plus de durabilité. Et donc, cette situation-là, enfin, cette mise en situation de ce qui se passe au niveau européen a été transmise en fait à des groupes de travail issus des filières. Et donc là, on rentre dans le Work Package 2, qui a été en fait de constituer, on va dire, des groupes de travail par filière, constituer des différents acteurs sur toute la chaîne de valeur. Donc, on est un peu sur le même esprit là que Ecocalina sur une approche filière, différents acteurs et une réflexion en termes de reconception. Sauf que là, on a vraiment une méthodologie qui est très précise avec vraiment un nombre minimal d'acteurs à avoir au sein d'un groupe, avoir au moins un représentant de chaque étape du cycle de vie, donc la distribution, les emballages potentiellement. Et l'idée, c'est que tout le monde se mette autour de la table et puisse, on va dire, réfléchir par rapport en effet, aux situations qui existent déjà au niveau européen, et puis en fonction des évaluations qui sont faites. Donc là, je passe au Work Package 4, qui est le Work Package qui est géré par Actalia et qui vise en fait à évaluer, alors évaluation initiale et évaluation après le projet, des innovations qui sont mises en place sur le plan environnemental, socio-économique et également du point de vue études consommateurs. Et donc voilà, ces acteurs vont réfléchir à ça par rapport à toutes les infos qu'ils auront eues en préalable en termes d'analyse. Ensuite, une fois qu'elles auront décidé de leur innovation, elles vont mettre en place ce qu'on appelle le Work Package 3 et donc vont concrètement essayer de mettre en place ces innovations sur le terrain, pour ceux qui sont possibles, de mettre en place. Et puis voilà, après, le Work Package 4 va de nouveau évaluer et voir les gains ou pas des innovations qui ont été mises en place sur les différents plans environnemental, sociaux et économiques. Voilà. Et puis après, tout ce qui est lié au 5-6-7, là on est plus sur la valorisation des résultats, la communication, et puis aussi la collaboration avec d'autres projets européens qui travaillent sur les mêmes thématiques. Donc on fait des retours d'expérience de manière régulière pour que tout fonctionne très bien. Donc j'en ai un peu parlé, mais voilà, donc on va faire peut-être un focus sur du coup notre contribution au sein du projet. Donc on travaille avec aussi deux instituts de recherche, le CREDA en Espagne, qui réalise les analyses socio-économiques, et l'université de Hohenheim, qui travaille avec le CREDA sur les études consommateurs. Et donc notre objectif, je crois que je l'ai un peu dit, mais l'idée c'est d'évaluer et de valider les innovations qui sont définies, mises en place dans chaque cas pilote du point de vue environnemental, social et économique, et d'intégrer aussi cette approche d'acceptation du produit par le consommateur. Et donc, on va regarder tous les types d'innovations qui peuvent être mises en place du point de vue technologique, organisationnel, social, institutionnel et managérial. Donc voilà comment s'organise notre travail. Donc en fait, on va commencer vers la gauche. Donc, c'est le travail classique d'ACV, hein, pour une évaluation environnementale, en tout cas pour notre part. Voilà, donc on va collecter des données auprès des filières. Donc, on a eu une petite partie quand même sensibilisation à l'ACV, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender.
qui est très théorique, hein, c'est de la modélisation. Et donc l'idée, c'était vraiment de présenter cette méthodologie, on va dire, aux leaders de chaque cas pilote. Ensuite, on a collecté les données terrain. Donc là, il y a une organisation un peu différente que dans EcoCalina, c'est-à-dire que dans EcoCalina, ce sont nous-mêmes qui ont collecté les données. Là, ce sont directement les leaders, on va dire, des différents cas pilotes qui ont transmis les questionnaires et qui ont récolté les données. Donc c'est aussi une approche différente et ça peut aussi jouer sur l'implication des différents acteurs. C'est aussi intéressant à voir en termes d'approche. On a après réalisé nos ACV, nos collègues du CREDA ont fait les ACV sociales, et notamment des analyses coûts-bénéfices étendues pour les approches économiques. Et l'idée, c'est de produire une évaluation de la durabilité initiale sur les 3 piliers en fait, de la durabilité qui sont l'environnement, le social et l'économique. Donc là, on a réalisé ces ACV, on les a présentés aux différents cas pilotes. Et donc là, on va attaquer en fait, la rédaction du rapport final. Voilà. Bon. Dans le même temps, en fait, parallèlement, il y a eu une étude consommateur qui a été faite pour les différents produits qui sont étudiés, pour les différentes filières. L'idée, c'était d'avoir un peu une vision un peu du produit du point de vue consommateur, sur l'acceptation, sur l'engagement du point de vue environnemental, social et économique. Qu'est-ce qui est important pour le consommateur? C'est un peu ce qui a été fait dans notre projet, Patrice, hein, tout à l'heure. Voilà, et donc à partir de ces évaluations-là, en fait, on va présenter les résultats aux différents cas pilotes, et puis après, ils vont s'autogérer dans la partie atelier de reconception par la co-création et implémentation de l'innovation au sein des filières. L'idée après, c'est qu'ils potassent entre eux et qui sélectionnent des innovations qui seront mises en place dans une seconde partie de projet. Et à partir de ces innovations qui ont été sélectionnées, on va refaire une analyse, une évaluation, et on va voir l'impact que ces innovations vont avoir sur l'empreinte environnementale, économique et sociale. Et la toute fin du projet, vraiment la toute fin, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible derrière, du point de vue recherche, de faire un indicateur qui agrège l'environnemental socio-économique. Vous avez déjà vu que pour un score unique environnemental, on est déjà sur une quinzaine d'indicateurs agrégés. Là, on va être encore sur de l'agrégation, donc il faut faire attention à ça, mais voilà, on va voir ce qui est possible de faire. Je te passe la main, Anthony, pour l'évaluation. Mais... Là, c'est juste pour vous, un peu comme l'a fait Axel, vous montrer un peu les types de résultats qui ont été présentés aux filières sur les ACV. On a présenté le score unique et les contributions de chaque étape au score unique. Donc là, on leur montre un peu quelles sont les étapes qui sont les plus prépondérantes. Et avec le score unique, on peut aussi définir un top 4 des indicateurs pertinents pour la filière. C'est-à-dire les indicateurs qui vont contribuer le plus au score unique en fonction de tout ce qu'on a dit précédemment, les pondérations et la contribution du produit à l'indicateur. Et donc, voilà, par exemple, là, on a pu présenter pour une filière le changement climatique, les ressources énergétiques, les particules fines et l'acidification, mais en fonction des filières, ce n'étaient pas les mêmes indicateurs qui pouvaient ressortir et qui pouvaient être présentés. Et donc, voilà, et du coup, on a essayé de rentrer un peu plus dans le détail sur chaque indicateur pour vraiment leur permettre d'identifier dans nos résultats quelle est la source la plus fine et le levier d'action qui va être le plus pertinent pour eux. Donc là, c'est un exemple c'est les contributions sur l'étape agricole. On a zoomé sur la partie production agricole et on a identifié les différentes sources d'impact. Donc là, on peut voir par exemple que voilà, donc les 32%, là, c'est issu des émissions de protoxyde d'azote issues de la production des engrais organiques. Et on a une autre partie majeure des impacts qui est sur l'énergie et la consommation notamment la consommation de diesel par les engins agricoles et la production d'électricité avec les émissions de centrales à charbon. Parce que là, on est sur un mix électrique espagnol. Voilà les types de résultats qu'on a pu présenter. Et contrairement à EcoCalina, où il y a eu plusieurs allers-retours sur les résultats ACV et plusieurs ateliers avec les acteurs, là, il y a eu un atelier de co-création pendant le projet et qui s'est déroulé de la manière suivante. Du coup, on a d'abord présenté
fait un état des lieux de la filière, présenter les résultats de l'évaluation initiale ACV et analyse socio-économique, études consommateurs lorsqu'il y en avait une pour les filières, voilà, et initier des premiers échanges autour de ces sujets-là. Ensuite, il y a du coup une séance, disons, d'intelligence collective voilà, qui a eu lieu, où du coup on a fait pour chaque filière une analyse SWOT a été faite collectivement. Donc voilà, pour identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la filière, de chaque filière. Et donc la recherche d'innovation ensuite s'est appuyée sur cet état des lieux, sur cette analyse collective pour identifier des innovations selon 3 types d'innovations: les innovations produits, les innovations process et les innovations organisationnelles. Et ensuite, suite à la fin de cet atelier, il y a un vote et une sélection il y a un premier vote et une sélection des innovations à mettre en place. Donc on définit un top 3 pour chaque type d'innovation des innovations qu'il faudrait mettre en place. Et ensuite, après l'atelier, il y a une étape donc, qui va démarrer là justement. On va confronter ça à la réalité, entre guillemets, et à ce qu'on va pouvoir mettre en place dans le cadre du projet. Je pense que si on peut comparer les approches EcoCalina et EcoFresh un peu, EcoFresh c'est beaucoup plus général, puisqu'on va aussi intégrer les aspects socio-économiques, consommateurs, etc. Mais donc du coup, on va balayer un peu plus superficiellement chaque aspect. Et, on ne va pas forcément avoir de clé d'arbitrage entre ces piliers-là. Et aussi, une différence majeure, c'est que bon, là, on a plusieurs pays européens, donc nous, n'étant pas pentalingue ou quoi, en fait, on ne participe pas à ces ateliers, on fait des restitutions de résultats aux représentants des filières qui vont eux-mêmes restituer ces résultats. Donc, il y a déjà un intermédiaire. C'était ça. Il y a déjà un intermédiaire qui fait que ça a besoin d'être très clair et puis très synthétique, en fait. Donc, c'est l'arbitrage entre les deux approches. Et EcoCalina, c'est quand même un seul aspect qu'on peut traiter un peu plus en profondeur, etc. Et avoir des discussions un peu plus libres, du coup, avoir ça versus quelque chose de beaucoup plus cadré, mais voilà, plus superficiel, bien que plus général. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. Non, oui, ouais, c'est une... Non, oui, c'est ça. Moi, c'est un bon résumé de ton avis. Non, c'est vrai que du coup, dans les deux projets, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux utilisations nous, en tant que spécialistes environnement et ACV, il y a deux utilisations de l'ACV et la place de l'ACV est assez différente dans les deux approches. Dans EcoCalina, vraiment, on part vraiment de l'ACV et puis après, on essaye de voir, on intègre les contraintes de la filière. Alors que là, c'est plus partagé sur un état des lieux global de la filière et du coup, l'ACV vient nourrir cet état des lieux. Donc, on a deux façons d'utiliser qui sont différentes et qui sont aussi liées du coup à la structure du projet et au fait que... Il voit aussi les contraintes de création d'un atelier, puisqu'on peut se dire, plus on prend d'aspects en compte, mieux c'est. Mais en fait, finalement, voilà, sur place, il y a les experts qui ont fait les ACV environnementales, l'analyse socio-économique, etc., ne sont pas sur place. Donc il y a aussi tout un nombre de critiques, des pistes qui émergent qu'on ne va pas pouvoir faire. Enfin, donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux approches. Voilà. Il y a quelque chose c'est un peu ambivalent, il faut choisir. Il y a des choix à faire. Ouais, non, je vous rejoins du coup sur ce bilan-là. C'est vrai qu'il y a l'un des gros freins en fait en termes d'animation sur l'éco-conception, mais pas que, et sur le choix des innovations à prendre en compte, c'est la langue. Ce qui fait que les experts en fait qui avaient fait les analyses ne sont pas forcément présents lors des ateliers. C'est pour ça qu'on a organisé des présentations préalables, mais c'est vrai que c'est un frein parce que c'est quand même des choses assez complexes avec énormément de données et l'interprétation est clé quoi, pour sélectionner les innovations mises en place. Donc c'est un frein qui avait... c'est une limite aussi de l'approche européenne dans son ensemble où tous les acteurs ne parlent pas forcément anglais. Et donc il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte dans la démarche, le différentiel avec EcoCalina qui est un projet régional. Voilà pour nous. Okay. Merci pour cette présentation centrée sur l'éco-conception. Donc on a vu